Nous partagerons 5 grandes révélations que nous avons découvertes et je répondrai à vos questions. Ils ne sont pas nés dans la royauté, mais ils ont construit quelque chose qui l'a transformé à jamais. Carroll et Michael Middleton ne venaient pas de la grandeur. Ils n'ont pas été élevés parmi les titres, ni préparés pour le pouvoir. Ils ont bâti l'avenir de leur famille grâce à un travail acharné et une persévérance discrète en lançant une entreprise de fournitures pour fêtes, qui est devenue une société valant des millions de livres. Pour l'establishment royal, ils n'étaient beaux personne des roturiers. Leur nom n'avait aucun poids aristocratique, aucune lignée digne d'être reconnue, et ils furent donc écartés. Mais ce que la monarchie n'a pas vu, c'est que la force n'a pas besoin de titre. Elle se forge dans la lutte, s'affine par la résilience et se transmet non pas par le sang, mais par les valeurs. Carol Middleton n'a pas seulement élevé ses enfants, elle les a formés non pour l'opulence, mais pour l'endurance. Elle leur a appris la grâce sous la pression, la confiance sans arrogance et la dignité qui n'exige pas d'applaudissements. La confiance sans arrogance et la dignité qui n'exige pas d'applaudissements n'étaient pas des traits empruntés à une couronne, c'étaient des traits des Middleton gagnés non hérités. Ainsi, quand Kate Middleton est entrée dans l'orbite royale, elle n'est pas arrivée avec un pedigree. Elle a apporté quelque chose de plus rare, l'authenticité. Pour les traditionalistes du palais, elle était ordinaire, une fille du Berkshire, osant pénétrer un monde façonné par des siècles d'exclusivité. La presse s'est moquée de ses origines. Les cercles royaux murmuraient derrière des portes closes. Mais pendant qu'ils questionnaient ses racines, ils ignoraient sa force, et la femme qui la lui avait insufflée. Car Kate n'a pas été façonnée par des tuteurs du palais. Elle a été forgée par la vie réelle. Sa mère lui avait montré comment tenir bon quand personne d'autre ne le ferait, comment rester posé quand les projecteurs brûlaient. Alors que d'autres avaient été préparés pour un rôle, Kate avait été préparée pour la pression. Et cela a fait toute la différence. Même la reine Élisabeth a commencé à le voir. Sous les devoirs formels et les apparences impeccables, Kate dégageait quelque chose que la reine reconnaissait une force contrôlée. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle gagnait le respect. Son calme était sincère. Sa chaleur n'était pas feinte. Elle n'imitait pas la royauté. Elle la redéfinissait. Et ce type de présence ne vient pas de la tradition. Il vient du caractère. Alors que le public accueillait Kate, le palais a lentement commencé à reconnaître une vérité implicite. Elle n'appartenait pas seulement à ce monde, elle élevait et élevait la couronne. Mais derrière sa maîtrise se trouvait une présence tout aussi puissante. Sinon plus une femme qui n'a jamais pris la scène, n'a jamais porté les bijoux et n'a jamais demandé de reconnaissance. Mais alors que le monde regardait Kate s'élever, ils ont manqué la femme qui guidait chacun de ses pas, Carol Middleton. Elle n'a jamais porté de couronne, mais sa force est devenue le plus grand bouclier de Kate. Alors que la famille royale s'accrochait à des traditions séculaires et à des rôles soigneusement chorégraphiés, une femme a discrètement réécrit le scénario sans jamais entrer sous les projecteurs. Carol Middleton n'était pas une duchesse et elle n'avait pas de titre qui lui donnait accès aux privilèges royaux. Mais, quand sa fille Kate est entrée dans l'une des institutions les plus scrutées au monde, ce n'est pas le protocole royal qui l'a préparée pour la tempête. C'était sa mère. À travers chaque titre murmuré, chaque diffamation brutale des tabloïds et chaque froideur derrière les portes du palais Carroll est restée ferme, silencieuse mais forte, pas en tant que royale, mais en tant que mère qui refusait de laisser sa fille se noyer. Dans un monde qui dévorait les outsiders et ne couronnait que ceux qu'il jugeait dignes, le palais
avait ses règles rigides, implacables et dénuées de sentiments. Il n'y avait pas de place pour l'inconfort, pas d'espace pour l'humanité. Quand Kate a souffert d'hyperemesis gravidarum, une condition de grossesse atroce qui la laissait alitée, déshydratée et épuisée, la Maison royale n'a rien dit. Il n'y avait pas de déclaration publique de compassion. Pas de changement dans les attentes. Les apparences devaient toujours être assurées. Les sourires devaient toujours être portés. Le protocole ne pliait pas. Mais Carol, si. Elle s'est installée discrètement, s'assurant que sa fille ne soit pas seule. Elle a pris le relais là où la monarchie échouait. Il n'y avait pas de caméra clignotante pour capturer cela, pas de gros titres pour l'honorer, mais derrière les murs du palais, Carol était tout ce que la couronne n'était pas. Chaleureuse, attentive et inébranlable, et ce n'était pas seulement pendant la maladie de Kate. Quand les médias sont devenus enragés disséquant chaque tenue, chaque mouvement, chaque expression faciale, Carol n'a pas bronché. Elle a gardé Kate ancrée, lui rappelant qui elle était avant les titres, avant les caméras. La presse a peut-être dépeint Kate comme une figure fragile sous la pression royale, mais ils n'ont jamais vu la tempête silencieuse derrière elle, Carol, qui avait construit un empire à elle seule, sans un nom royal. Elle comprenait la pression non pas des briefings de presse, mais de la construction de quelque chose à partir de rien. Sa force venait de la survie, pas de l'héritage, et cette résilience coulait en Kate comme une bouée de sauvetage. Alors que l'institution royale s'accrochait à sa hiérarchie froide et à ses codes implicites, Carol a donné à Kate quelque chose d'entièrement différent, la permission de ressentir, la permission de dire non, la permission d'endurer sans devenir engourdie. Elle a offert à sa fille quelque chose que la couronne ne pouvait jamais offrir l'humanité. Et bien que les royaux aient pu se moquer de son statut d'outsider, ils ne pouvaient ignorer le résultat. Kate n'a pas faibli sous le poids de la couronne. Elle l'a portée avec grâce. Et cette grâce n'était pas héritée. Elle était enseignée, nourrie et renforcée par une mère qui n'avait jamais eu besoin d'un palais pour prouver sa valeur. À l'intérieur des couloirs de Buckingham et de Balmoral, les murmures grandissaient. Derrière toute la grâce et la dignité de Kate, il y avait une force discrète qui façonnait son chemin. La reine Élisabeth, toujours observatrice et rarement impulsive, a commencé à remarquer non seulement la maîtrise de Kate, mais la profondeur derrière elle, les choix qu'elle faisait sous pression, la grâce avec laquelle elle naviguait dans les tempêtes, la résolution dans son silence. Ce n'étaient pas les signes d'une femme qui s'adaptait simplement à la vie royale. C'étaient les signes d'une préparation de quelque chose de bien plus délibéré, de quelqu'un qui était façonné bien avant que la couronne ne touche sa tête. Alors que Carol restait en arrière-plan, la reine a commencé à avancer avec des lettres dont personne ne connaissait l'existence. Et si la reine avait laissé une feuille de route secrète et qu'elle pointait non pas vers Charles, mais vers Kate. Pendant des décennies, la reine Élisabeth a régné avec une grâce inébranlable, protégeant l'institution avec la précision d'une monarque qui savait que chaque mouvement comptait. Elle faisait rarement des gestes publics audacieux, ne révélait jamais sa main trop tôt et gardait ses sentiments personnels bien verrouillés. Mais derrière ces portes closes, loin des rituels rigides et des spectacles publics, elle écrivait quelque chose que personne n'attendait. Des lettres des dizaines, manuscrites, personnelles et remplies d'une clarté qui ébranlerait la couronne jusqu'à ses fondations. Ce n'étaient pas des entrées de journal ou des notes vagues d'affection. C'était un cours magistral sur la succession, une planification, un guide intime transmis de la monarque, la plus longtemps régnante à la femme qu'elle croyait capable de redéfinir le trône. Pas Camilla, pas même Charles, mais Kate.
Cela a commencé discrètement, juste des murmures à l'intérieur du palais. Un aide royal a remarqué un schéma. Chaque fois que Kate faisait face à un engagement majeur ou à un défi personnel, elle en sortait plus forte, plus sage, comme si quelqu'un l'avait guidée à travers la tempête avant même qu'elle n'y entre. Et puis, après la mort de la reine, la vérité a émergé de la manière la plus inattendue. Une fouille discrète de ses appartements personnels a révélé un petit tiroir verrouillé non marqué. À l'intérieur, un paquet d'enveloppes scellées vieilles mais bien préservées, chacune adressée de l'écriture inimitable de la reine et toutes destinées à Catherine, la princesse de Galles. Le contenu était différent de tout ce qui avait été documenté dans l'histoire royale. Ce n'était pas juste des lettres d'encouragement, c'était des plans. Elles contenaient des conseils pratiques, une préparation émotionnelle et des instructions directes. Reste immobile quand les vents hurlent. Dirige en écoutant. Ne troque jamais l'humilité contre des applaudissements. Ce n'était honte pas les mots d'une figure de proue écrivant de manière désinvolte. C'étaient les mots d'une souveraine qui avait enduré les tempêtes et transmettait maintenant les secrets pour survivre et transformer la monarchie. Certaines lettres décrivaient comment naviguer dans la politique du palais. D'autres abordaient les attentes du public, mais l'une d'entre elles se démarquait. Dedans, la reine, Élisabeth écrivait avec une clarté indéniable que Kate devait être la future reine consort. Pas en théorie, pas en suggestion vague, mais par un choix délibéré. Et cela changeait tout. Pour la première fois, il y avait une preuve écrite que la reine avait discrètement désigné Kate, non seulement comme une épouse royale, mais comme sa véritable successeur en esprit. Une femme non née dans la monarchie, mais choisie pour la mener vers l'avenir. Elle louait le calme de Kate, ses instincts, son refus de chercher la gloire. Elle écrivait que la couronne devait évoluer et que Kate incarnait l'équilibre entre révérence et révolution. Ce n'était pas juste une validation, c'était un flambeau, transmis discrètement d'une reine à une autre. Mais les lettres n'étaient pas juste un cadeau, elles étaient un secret dangereux. Parce que si elles étaient connues, elles déclencheraient une tempête de questions. Que savait Charles? Comment Camilla réagirait-elle? Anne et Edward ou William soupçonnaient-ils quelque chose? Et pourquoi la reine n'avait-elle jamais dit cela publiquement? La découverte était une bombe à retardement, une révélation non destinée à la consommation de masse, mais assez puissante pour changer l'avenir de la monarchie. Ce n'était pas des pensées désinvoltes. C'était en des déclarations décisives du genre qui réécrit l'histoire. Et puis, lors d'une réunion discrète à Balmoral, la vérité a éclaté au grand jour devant toute la famille royale. Au moment où la lettre de la reine a été lue, le silence est tombé et la prise de Camilla sur la couronne a commencé à se fissurer. Balmoral avait toujours été un lieu d'ordre, une retraite loin du bruit, une forteresse de formalités où des générations de la famille royale se réunissaient sous un voile de tradition et de souvenirs discrets. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, le silence portait un poids. Alors que la famille se réunissait dans le salon, l'air était épais de quelque chose d'inexprimé. Personne ne savait ce qui allait venir, seulement que quelque chose avait changé dans les jours suivant le décès de la reine Élisabeth. Puis, sans éclat ni avertissement, Kate s'est levée. Dans sa main, la lettre, celle cachée pendant des années, celle qui n'était jamais censée être publique. Et quand elle a commencé à la lire à haute voix, le temps semblait s'arrêter. Chaque mot était délibéré. Chaque phrase portait.
la voix inimitable de la défunte reine. Mais ce n'était pas un adieu, ce n'était pas un réconfort, c'était un ordre, une instruction finale d'une monarque qui avait vu ce dont l'avenir avait besoin et qui devait le mener. Kate n'a pas faibli. Sa voix est restée ferme, mais son message a ébranlé les murs. La reine ne l'avait pas simplement admiré, elle l'avait choisi. Choisi pour diriger, pour guider, pour incarner une nouvelle ère de la monarchie. Pas en tant que soutien de William, mais en tant que force à part entière. De l'autre côté de la pièce, Charles a baissé les yeux. Pour un homme préparé toute sa vie à régner, la révélation a pesé comme un poids qu'il ne pouvait soulever. Il ne s'agissait plus de lui. Plus maintenant. Camilla assise à ses côtés visiblement tendue. Sa mâchoire s'est crispée. Ses mains se sont raidies. Elle avait lutté pendant des années pour être vue, pour être acceptée, pour être enfin couronnée. Et maintenant, avec une seule lettre, le sol sous ses pieds commençait à bouger. Anne et Edward ont échangé des regards, non pas de choc, mais de reconnaissance, comme si la vérité avait toujours été là, attendant son moment. Puis Anne a parlé calme, inébranlable, comme sa mère, avant elle. Elle a révélé ce qui n'avait jamais été écrit, mais souvent sous-entendu. La reine s'était une fois confiée à elle. Elle l'avait dit clairement que Kate possédait le genre de maîtrise de clarté et de force silencieuse dont la monarchie aurait un jour besoin. Anne ne l'avait pas oublié. Elle ne l'avait jamais contesté. Et maintenant, entendant les mots de sa mère lus à haute voix, elle savait qu'il était temps de confirmer ce qui n'avait été murmuré que derrière des portes closes. Camilla n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'à ce moment, elle n'entendait pas seulement une lettre. Elle assistait à un transfert de pouvoir, non pas par une cérémonie, mais par une conviction. La pièce n'a pas explosé. Il n'y a pas eu de dispute, pas de crise royale, juste le silence. Un silence qui résonnait plus fort que n'importe quelle couronne ne pouvait briller. Le message était clair. Son règne était accepté. Mais son rôle avait peut-être toujours été temporaire. La reine avait placé sa confiance ailleurs. Ce qui avait commencé comme une rivalité implicite prenait maintenant un tournant déchirant avec Camilla, réalisant lentement son destin. L'une détient le titre, l'autre détient le cœur du peuple et la confiance de la défunte reine. Cela n'a jamais été dit à haute voix, mais tout le monde le savait. La couronne avait deux reines, l'une par la loi et l'autre par l'héritage. Camilla, désormais reine consort, avait enduré des décennies de scrutiny de scandales et d'intégration prudente. Elle se tenait aux côtés de Charles avec le poids de la formalité royale derrière elle. Pourtant, à chaque fois qu'elle entrait dans le champ de vision du public, il y avait quelqu'un d'autre qui volait l'attention sans même essayer Kate. La femme qui n'était pas née dans la royauté, mais qui se comportait comme si le rôle l'avait toujours attendue. Et le public le voyait. Il le ressentait. Pour eux, Kate n'était pas juste une partie de la famille royale, elle était son avenir. Camilla avait peut-être gagné sa couronne, mais Kate avait quelque chose de bien plus durable, la confiance. Alors que Camilla incarnait les traditions d'une monarchie plus ancienne, réservée, distante, procédurale, Kate représentait quelque chose de totalement différent. Elle était accessible, chaleureuse, humaine. Sa présence ne commandait pas la pièce par des règles, mais invitait le monde avec grâce. Ce n'était pas juste une division générationnelle, c'était une collision de philosophie. Là où Camilla soutenait l'histoire, Kate incarnait le progrès. Et ce contraste n'existait pas seulement dans les tabloïds ou les murmures. Il était gravé dans les décisions royales, subtil mais indéniable. L'un des signes les plus révélateurs
Les bijoux. Dans le monde de la royauté, les bijoux parlent plus fort que les déclarations. Et quand la reine Élisabeth a commencé à prêter ses héritages, les plus précieux des pièces, portées à travers des décennies de règne, non pas à Camilla, la femme officiellement suivante dans la ligne, mais à Kate, le message ne pouvait être plus clair. Ce n'était pas juste un héritage, c'était un signal. Une reine donnait à une autre son approbation silencieuse. Alors que Camilla portait un titre, Kate portait la confiance de la défunte monarque, drapée de saphirs de diamants et d'un but implicite. Et les caméras ne l'ont pas manqué, ni Camilla. Derrière les murs du palais, les choses sont devenues plus froides. Il n'y avait pas de confrontation, pas d'éclat dramatique, mais l'espace entre elles s'élargissait. Des hochements polis, des sourires mesurés, une unité répétée qui trompait les caméras, mais ne trompait personne à l'intérieur. Camilla avait passé des années à se battre pour sa place aux côtés de Charles pour réaliser que peut-être elle avait toujours rempli un rôle destiné à expirer. Parce que pendant qu'elle se concentrait sur être acceptée, Kate était préparée. Et le monde a répondu. Les sondages publics favorisaient en Kate non pas juste en tant que duchesse, mais en tant que reine en attente. Les foules se rassemblaient mais plus bruyamment quand elle apparaissait. Les gros titres brillaient manteaux d'admiration. Les mêmes journaux qui avaient autrefois traqué Diana couronnaient Monteith, maintenant Kate, avec des mots. Camilla ne pouvait échapper aux comparaisons inquiétantes, et l'ombre d'une femme, autrefois détestée, était maintenant éclipsée par une femme universellement adorée. Cette rivalité n'était pas née de la jalousie, elle était née de la trajectoire. Camilla s'était frayé un chemin vers l'acceptation. Kate avait été élevée vers l'admiration. Et au cœur de tout cela, l'influence de Carol Middleton pulsait encore à travers chaque pas que Kate faisait. Parce que ce n'était pas juste l'ascension d'une royale, c'était l'exécution d'un plan long et discret, un plan bâti sur des valeurs, la résilience et une vision pour l'avenir qui a commencé loin des portes du palais. Mais la rivalité n'était pas juste à propos de la couronne, elle concernait les héritages, la famille et ce qui reste dans les mémoires. Derrière chaque grande reine se tient quelqu'un de plus fort encore, sa mère. Avant que les caméras ne flashent et que les titres royaux ne soient gravés dans l'histoire, il y avait simplement une mère élevant ses enfants non pour la gloire, mais pour la vie. Carol Middleton n'a pas façonné Kate pour les murs du palais. Elle l'a élevée pour le monde, lui apprenant la valeur de la grâce sous la pression, la force du silence, quand on est provoqué, et le pouvoir de l'humilité face aux privilèges. Ce n'était pas des instructions royales. C'était un des instincts maternels affinés à travers des années de construction de quelque chose à partir de rien. Et ce faisant, Carol n'a pas seulement façonné une fille. Elle a façonné la femme qui redéfinirait un jour la monarchie elle-même. Cette même force discrète traversait tous ses enfants. Pippa, confiante et posée. James, privé et intègre. Chacun portait le même ancrage enraciné, non dans la richesse ou la tradition, mais dans le caractère. Mais avec Kate, quelque chose de plus profond a été transmis. Carol a vu tôt ce que peu d'autres ont vu, que sa fille entrait dans une vie de demande extraordinaire. Et ainsi, elle l'a préparée non avec des discours, mais avec le calme, non avec l'entitlement, mais avec l'endurance. En arrière-plan, loin des regards, Carol a construit une fondation incassable, brique par brique. Et quand le moment est venu, cette fondation a tenu. Alors que Kate passait à la vie royale, elle le faisait avec un calme qui déconcertait même les initiés chevronnés du palais. Ce n'était pas de la chance.
Ce n'était pas un hasard. C'était Carroll. De la navigation dans une presse de plus en plus vicieuse à la gestion des attentes d'une institution séculaire, les réponses de Kate étaient tant et précises, non robotiques, mais mesurées. Elle avait été enseignée à tenir sa position sans en faire un champ de bataille, quand parler avec pouvoir et quand laisser le silence transmettre le message. Pendant les grossesses de Kate, quand la maladie frappait et que les gros titres ne s'arrêtaient pas, Carroll était le battement de cœur constant à ses côtés, offrant la paix dans un endroit qui offrait rarement de la gentillesse. Ce que beaucoup ont manqué, c'est que la parentalité de Carroll avait transcendé la maternité. Elle était devenue une stratégie subtile, discrète, mais profondément intentionnelle. Elle n'essayait pas de contrôler le trône. Elle essayait de protéger la femme qui s'y dirigeait. Et la reine Élisabeth l'a vu. La monarque, qui faisait confiance à si peu, qui exprimait rarement des sentiments personnels, a commencé à comprendre que la force de Kate n'était pas aléatoire. Elle s'était héritée. En Carole la reine a vu une ancre quelqu'un dont les valeurs s'alignaient davantage sur sa propre résilience de l'ère de la guerre qu'avec la vanité passagère de l'aristocratie. Cette reconnaissance n'a pas fait les gros titres, mais elle a changé quelque chose dans le palais, un hochement subtil, un respect discret. Bientôt sans fanfare, l'influence des Middleton a commencé à s'infiltrer dans la culture royale. Pas dans des décrets ou des mandats, mais dans la manière, dans le ton, dans la façon dont la firme commençait à s'adoucir sur les bords. Des engagements centrés sur la famille, des apparences publiques plus accessibles, une monarchie qui très légèrement commençait à se sentir humaine. Ce n'était pas le travail de conseiller ou de consultant. C'était le travail d'une mère qui a élevé sa fille non pas pour régner, mais pour endurer, s'adapter et diriger par l'exemple. Alors que Kate s'élevait, elle ne s'élevait pas seule et le palais a commencé à ressentir le changement. Pendant que le monde se moquait d'elle, elle se préparait silencieusement à régner. Il l'appelait Weighty Katie, comme si sa patience était un défaut, comme si attendre une proposition était une faiblesse. Les tabloïds ricanaient. Les commentateurs riaient. Pour eux, elle n'était qu'une fille qui s'accrochait s'agrippant à un prince et à un rêve. Mais ce qu'aucun d'eux n'a vu, c'est que Kate Middleton n'était jamais juste en attente. Elle apprenait, étudiait, s'adaptait. Elle apprenait, étudiait, s'adaptait. Chaque titre, chaque embuscade de paparazzi, chaque insulte murmurée devenait partie intégrante d'une transformation plus profonde et plus discrète. Ce n'était pas du silence, c'était de la stratégie. Pendant près d'une décennie, Kate s'est tenue aux côtés du prince William, sans titre affrontant un examen public généralement réservé aux royaux couronnés. Pourtant, elle n'a jamais fléchi. Elle a enduré les critiques sur la mode, le snobisme de classe et les spéculations sans fin sur sa valeur. Et au lieu de le combattre de front, elle en a fait un carburant. Elle a commencé à comprendre comment le palais fonctionnait non pas comme un conte de fées, mais comme un système. Elle a maîtrisé les codes, absorbé l'histoire et observé de près comment l'institution traitait à la fois les initiés et les outsiders. Pendant que la presse était occupée à se moquer de son timing, elle maîtrisait le timing lui-même. En coulisses, Kate a commencé à se préparer comme peu de royaux l'avaient même jamais fait. Elle a appris la diplomatie non pas dans les livres, mais en observant les conséquences de chaque faux pas sous les yeux du public. Elle a observé l'efficacité froide des engagements royaux et étudié comment y injecter de la chaleur sans dépasser les bornes. Elle a travaillé à des emplois réels vécus parmi les roturiers et pris des notes sur la façon dont les gens ordinaires voyaient la monarchie. Chacun de ces mouvements
était calculée non pas pour le pouvoir, mais pour la survie. Parce qu'elle savait que quand la couronne viendrait, elle ne la porterait pas seulement. Elle devrait la défendre, la réformer et l'humaniser. Ce qui a émergé de cette décennie n'était pas une petite amie désespérée. C'était une future reine avec une armure émotionnelle et une maîtrise inébranlable. Les critiques, même qui la suivaient autrefois, trop calme, trop ennuyeuse, trop docile, sont devenus son plus grand avantage. Dans un monde où les royaux vacillaient souvent sous la pression, Kate est devenue inébranlable. Son contrôle émotionnel était uncanny. Sa présence calme mais imposante laissait les courtisans stupéfaits. Elle ne s'est pas imposée de force. Elle s'est rendue indispensable en refusant d'être un spectacle. Elle n'a pas réclamé les projecteurs. Elle les a gagnés en se tenant juste à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se tournent naturellement vers elle. Et puis, le surnom qui la définissait autrefois est devenu sa propre sorte de punchline. Weighty Katie n'était pas une faiblesse. C'était un avertissement que la presse n'a pas compris. Elle ne restait pas immobile. Elle construisait un élan. Et quand le moment est enfin arrivé, quand les fiançailles ont été annoncées et que le monde a explosé, Kate n'a pas semblé surprise. Elle est entrée dans le rôle comme quelqu'un qui l'avait déjà vécu 1000 fois en silence. Elle n'avait pas attendu d'être choisie. Elle se choisissait elle-même chaque jour depuis 10 ans. Mais son plus grand test n'est pas venu du palais, mais du monde qui regardait ses grossesses se dérouler. Même les reines saignent, mais elle n'a jamais laissé la douleur transparaître. Le conte de fées n'était jamais censé révéler ce qui se passait après la fermeture des portes du palais. Le monde voyait une princesse rayonnante avec un titre royal, une garde-robe parfaite et un sourire charmant. Mais derrière cette image impeccable se trouvait une femme endurant l'une des conditions de grossesse les plus atroces, l'hyperémesis gravidarum. Ce n'était pas juste des nausées matinales. C'était implacable, brutal et isolant. Elle était violemment malade, gravement déshydratée, incapable de manger et souvent confinée à un lit. Et pourtant, les caméras attendaient dehors. Les gros titres exigeaient des mises à jour. Le public nourri par une presse vorace voulait un spectacle, et Kate, d'une manière ou d'une autre, le leur a donné avec une grâce qu'ils ne méritaient bon pas. Pendant ses grossesses, la monarchie s'est restée largement silencieuse comme toujours avec les affaires jugées personnelles. Mais personnelles ne couvraient pas ce qu'elle affrontait. Sa condition aurait pu être mortelle. Elle a été hospitalisée. La pression de sourire à travers la douleur n'était pas dite. Elle était attendue. Et à chaque fois qu'elle entrait dans le champ de vision du public fragile, plus mince pâle, elle portait sa douleur comme une armure. Elle ne l'a pas laissé la définir. Elle l'a transformée en but. Les médias, cependant, n'ont pas relâché. Ils ont disséqué chacun de ses mouvements, spéculé sur sa santé, jugé son style de maternité. Peu ont reconnu la vérité, qu'elle survivait à quelque chose d'inimaginable, non pas derrière des portes closes, mais devant le monde entier. Chaque apparition était un champ de bataille, et elle les affrontait toutes avec un regard stable et cette maîtrise signature. Ce n'était pas une performance, c'était de la résilience. Le même genre transmis de Carol à Kate est maintenant devenu un bouclier contre l'examen. Là où le protocole échouait, la force personnelle intervenait. Mais ce qui a transformé cette souffrance en quelque chose de plus grand, c'est la manière dont Kate a choisi de répondre. Elle ne l'a pas caché. Elle n'a pas prétendu que cela n'existait pas. Au lieu de cela, elle a commencé à en parler. Lentement, prudemment, et avec intention,
Elle a sensibilisé à propos des complications de la grossesse et de la santé mentale maternelle. Elle a utilisé son expérience pour mettre en lumière ce que tant de femmes endurent en silence. Et à travers cela, elle a donné un but à sa douleur bien au-delà de la survie. Cela est devenu du plaidoyer. Cela est devenu du leadership enraciné, non pas dans le statut, mais dans la lutte. Kate a prouvé qu'être royal ne signifiait pas être intouchable. Cela signifiait porter les mêmes fardeaux que tout le monde et le faire avec une dignité extraordinaire. Elle a brisé le moule de ce qu'une princesse était censée endurer derrière un rideau et a apporté une humanité réelle à un rôle longtemps piégé dans la tradition. Sa souffrance était privée. Sa force était publique. Et pour la première fois, les gens ont vu non pas juste une duchesse ou une future reine, mais une mère, une femme, une leader forgée non par le droit de naissance, mais par le feu. Kate ne portait plus seulement la couronne, elle commençait à la remodeler. Elle n'a pas hérité de la couronne par la naissance, mais par la confiance, la résilience et la vision. La monarchie n'a jamais été conçue pour changer facilement. Elle était basée sur le rituel, les lignées et la promesse implicite que l'histoire se répéterait toujours. Mais la reine Élisabeth savait mieux. Elle avait vu le monde changer sous ses pieds pendant 7 décennies. Elle a vu des institutions tomber, des loyautés s'effacer et la confiance du public évoluer en quelque chose de bien plus exigeant. Elle comprenait que l'héritage seul ne pouvait plus tenir la couronne en place. Il faudrait un nouveau type de fondation. Et ainsi, discrètement, prudemment, elle a jeté les bases d'une transition qui contournerait des siècles de précédents et pointerait vers un avenir façonné par le caractère, non le droit de naissance. Cet avenir n'était pas Camilla. Ce n'était même pas Charles. C'était Kate. Avec la révélation des lettres cachées de la reine des mots écrits, en confidence non en cérémonie, la vérité est devenue claire. Élisabeth avait vu quelque chose en Kate qui ne pouvait être enseigné. Une rare capacité à diriger sans ego, à endurer sans se plaindre et à se connecter avec les gens non par le sang, mais par l'authenticité. Elle savait que le monde ne suivrait pas juste quelqu'un qui portait une couronne, il suivrait quelqu'un qui l'avait gagné en silence. Et Kate l'avait fait. Alors que ces vérités émergeaient lentement, Charles s'est retrouvé à un carrefour. Il avait attendu plus longtemps que n'importe quel héritier dans l'histoire. Il avait sa couronne, son trône, sa consort. Mais maintenant, face à l'approbation délibérée et émotionnelle de sa mère pour Kate, comme l'avenir de la monarchie, la question devenait inévitable. La tradition pouvait-elle survivre sans transformation? La réponse murmurée dans les gros titres et murmurée dans les couloirs du pouvoir devenait plus claire chaque jour. Camilla pouvait détenir le titre, mais Kate détenait le cœur des gens. Alors que Camilla continuait à jouer son rôle avec formalité et maîtrise, le sentiment public se gravitant régulièrement vers Kate. Chaque événement royal, chaque discours, chaque visite d'école et initiative caritative que Kate embrassait élargissait encore l'écart entre le devoir hérité et la dévotion gagnée. Elle n'avait pas besoin de réinventer la monarchie. Elle montrait simplement au monde à quoi elle pourrait ressembler si elle embrassait les valeurs. Les vrais gens vivaient par l'empathie, le but et la grâce sous la pression. Son règne, bien qu'informel, avait déjà commencé, et il n'avait pas besoin d'un trône pour être ressenti. Ce qui rend cette évolution si remarquable, ce n'est pas juste le contraste entre Kate et ses prédécesseurs. C'est le fait que la monarchie elle-même commence lentement à refléter son influence. Les politiques sont plus douces, les apparences plus intentionnelles et les engagements plus connectés à la vie réelle.
L'approche moderne de Kate ne détruit pas la couronne. Elle la raffine. Elle lui donne de la pertinence. Et ce faisant, elle construit quelque chose de plus fort que la lignée, un héritage de leadership qui transcende les titres. Parce que ce changement n'est pas hypothétique. Il se produit. Dans les sourires des enfants qu'elle réconforte. Dans les histoires des mères qu'elle soutient. Dans la dignité discrète qu'elle apporte à chaque scène. Elle marche. La couronne peut encore reposer sur la tête d'un autre, mais l'avenir s'incline déjà devant elle. Elle n'a pas demandé ce rôle. Elle a été choisie d'abord par le destin, puis par la reine et maintenant par le peuple. Et ainsi commence le prochain chapitre de la monarchie, non écrit par des rois, mais par des mères des filles, et la vérité, qui ne pouvait plus être gardée secrète. Laissez vos pensées dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et nous vous verrons dans le prochain.